Bonjour à tous, bonjour aux matinaux, vous êtes à la matinale 19 du collectif Oblique, une nouvelle émission matinale. Et l'idée en fait c'est d'interroger chaque thème du collectif Oblique mais sous un angle 19e siècle. Bon, chaque thème qui s'y prête parce que si un jour le collectif Oblique compte faire un thème l'ordinateur, on aura peut-être un petit peu de mal à suivre, mais en tout cas l'idée c'est de décliner ce thème d'une façon un petit peu particulière. Je vais vous présenter le concept de l'émission et puis après on va décliner ce thème. Je vais aussi vous présenter mes invités du jour, Rafa et Clément. Je les laisse vous dire bonjour. Et donc pour vous expliquer le concept de l'émission, l'idée c'est de décliner notre thème du moment selon 4 modalités. D'abord, une œuvre textuelle, ça pourrait être un livre, ça peut être un recueil de poésie, ça peut être une poésie sortie du recueil, ça peut être un fait divers, ça peut être un essai, une thèse, soyons fous. Bref, une œuvre de l'écrit qui parle de monstruosité. Ensuite, il faudra aussi décliner ce thème avec une image. Une image, ça peut être beaucoup de choses au 19e siècle. Ça peut être un tableau, bien sûr, c'est ce qui nous vient à l'esprit en premier. Mais ça peut être aussi une gravure. Une gravure comment? Une héliogravure, une gravure sur bois, une gravure sur cuivre. Il y a eu des modes tout au cours du siècle qui ont influencé les représentations. Ça peut être aussi une photographie, bien sûr, à partir de la moitié du 19e, et si on reste dans les dernières années, une vidéo, puisque le cinématographe commence dans les toutes dernières années du siècle. L'idée aussi, ça sera de décliner le monstre selon une œuvre du spectacle vivant, et là, dans œuvre du spectacle vivant, on met beaucoup de choses. On peut mettre la musique, puisque la musique a remis à la fin du siècle ne s'enregistre pas encore, et toujours une expérience en direct. On peut y mettre aussi opéra, ballet, mais aussi pantomime, plein de formes en fait de spectacles qui peuvent être convoqués. Et enfin, l'idée c'est aussi de décliner le thème sur un fait divers, de passer par la petite histoire pour raconter la grande. Un fait divers ou une anecdote. En gros, l'idée c'est de parler du quotidien et en l'occurrence, là, on va parler d'un fait divers qui a bien sûr rapport avec le thème de la monstruosité. Autre chose, c'est un choix complètement méthodologique, mais l'idée c'est de prendre le long 19e siècle tel qu'il a été défini notamment par l'historien Eric Hobsbawm. C'est vraiment pour avoir le plus de marge de manœuvre possible. En gros, le long 19e siècle, c'est 1789-1914. Donc on a de quoi faire. Pour cette matinale, c'est Rafa qui va jouer le maître de cérémonie et passer la parole. Et donc maintenant que j'ai expliqué un petit peu le concept de l'émission, on va décliner nos 4 parties avant une table ronde où on fera le lien entre ces différentes déclinaisons. Voilà, donc Rafa, si ça te va, je te passe le micro.
mutation assez extraordinaire en Europe, qui voit, une industrialisation extraordinaire se produire dans tous les pays européens à plus ou moins, enfin non, les grands pays européens à plus ou moins vive allure et à plus ou moins forte dose. L'Angleterre en tête, ensuite l'Allemagne, enfin ce qui va se constituer en tant qu'Allemagne derrière. C'est aussi un siècle qui vit des soubresauts de la Révolution française qui a agité la fin du XVIIIe énormément et qui a vu une immense boursouflure dévorer l'Europe avec l'Empire, qu'on voit se reconstituer en fin de XIXe siècle avec le Second Empire de Napoléon III. C'est un siècle qui est très complexe, qui est très riche, qui est très vivant, et comme il est le théâtre de mutations historiques, ces mutations vont venir aussi avoir un impact sur les arts, que ce soit la littérature qui se propagandise d'une certaine manière, dans le sens où elle va se répandre dans toutes les couches de la société à cause d'une alphabétisation croissante, à cause d'une population de plus en plus urbaine, qui a de plus en plus besoin d'avoir accès à l'information. On va avoir tout ça qui va augmenter, mais dans la peinture aussi, qui va passer d'une peinture classique à la recherche d'autres formes, d'autres façons de représenter un réel qui n'est plus ce réel triomphant qu'il a pu être avec les peintres classiques de la période de la Renaissance, par exemple, ou du classicisme français. C'est des expériences qui sont menées. Alors, en Angleterre, on retiendra notamment Turner, ou les pré-raphaélites qui vont vouloir retrouver quelque chose de pur et parfait parce que justement l'industrialisation galopante dévore les villes et les pourrit, et l'Angleterre rêvée, cette Arcadie qu'ils avaient l'habitude de fréquenter dans leurs romans, qu'ils avaient l'habitude de fréquenter dans leurs poèmes n'existe plus. Mais en France, on va penser aux impressionnistes qui vont aller plus loin que la peinture romantique, qui vont essayer de ne plus représenter le réel, mais représenter ce que le réel fait ressentir et de faire passer ce sentiment directement par le tableau. C'est aussi dans la sculpture de grandes tentatives dont on retiendra Rodin majoritairement en France. Euh, c'est un siècle tumultueux, c'est un siècle qui va s'interrompre sur la plus grande boucherie avant la Seconde Guerre mondiale. C'est un siècle qui va s'interrompre sur une terreur folle de dégénérescence, de perte, sur un colonialisme triomphant qui cherche à affronter des puissances. C'est un siècle qui, en somme, est un creuset d'influences, d'événements qui vont se répandre partout et qui vont provoquer une vague de recherche de nouveaux, d'autres choses, parce que on ne se satisfait plus de ce qui se faisait avant, on ne se satisfait plus de ce qui est norme, de ce qui est réel, et on va chercher, un peu à la manière de Baudelaire, quand il conclut ses Fleurs du Mal dans leur première édition, on va aller chercher au fond du ciel, au bout du ciel, au bout de l'inconnu, enfer ou ciel, qu'importe, peu importe, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Ayant par nature un biais littéraire, je vous propose qu'on commence avec un peu de littérature, si ça vous va, Alphonsine. Oui, toujours Alice. commencer par la littérature. Donc, Nosferalis, si ça te va, je te propose de commencer par ce que tu veux nous exposer sur Maldoror. Oui, alors bonjour à tous déjà. Et effectivement, j'ai choisi de présenter Maldoror, bon, déjà parce que c'est une œuvre que j'adore, hein, que je trouve vraiment formidable, et parce que il y a quelque chose d'un peu spécifique dans ce thème du monstre qu'on a travaillé hein, déjà pendant les deux premiers lives, c'est que Maldoror est le narrateur en fait des chants de Maldoror, ce qui est un peu spécial, hein. On en a l'habitude un peu au XXe siècle, mais en histoire littéraire, c'est un peu nouveau, hein. J'ai essayé de repenser à des livres où le monstre serait le narrateur et j'ai pas trop retrouvé, hein. Il doit y en avoir évidemment, mais c'est vrai que c'est, disons, une œuvre qui se cristallise autour de ça, autour du fait que le monstre se raconte lui-même et en l'occurrence se raconte lui-même comme monstre avec une monstruosité vraiment hyperbolique dans, dans les chants de Maldoror. Aussi, autre chose qui fait que je le présente pendant cette matinale 19e, c'est que Les Chants de Maldoror, c'est une œuvre qui est en bonne partie parodique, c'est-à-dire que Lautréamont, ben, Isidore Ducasse
dit Lautréamont, reprend un certain nombre de thèmes romantiques. Il y a des tas de citations de Lamartine, de Chateaubriand, de Victor Hugo aussi. Surtout, il les reprend dans un dispositif complètement inversé, hein, où les valeurs romantiques vont être complètement toutes reprises dans un dispositif de cruauté et d'ultra-violence, de monstruosité absolument totale. Hein. Il y a un peu le même phénomène à la fin du XVIIIe siècle avec le marquis de Sade. Hein. C'est pour ça que Blanchot a écrit un livre qui s'appelle Lautréamont et Sade. C'est parce que Sade, lui, reprend tous les thèmes des Lumières, hein, tout le dispositif philosophique des Lumières pour le mettre dans une œuvre complètement cruelle. Et Lautréamont fait la même chose avec le romantisme. Donc j'ai choisi un passage, bon, il y a toute l'œuvre hein, traite de la monstruosité, mais j'ai choisi un passage qui traite plutôt de la monstruosité physique du personnage de Maldoror. Hein. On a essentiellement la monstruosité intérieure finalement du personnage qui est montré dans cette œuvre, mais j'ai choisi ce passage un peu parce que je l'aime beaucoup. Donc je vais vous lire, c'est dans le chant quatrième, le quatrième paragraphe, la quatrième strophe, disons. Je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent, jusqu'à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites, qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Et comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire mon corps, ne la nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en réchappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Et quand un parti les joue complètement à les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. De petits hérissons, qui ne croissent plus, ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. Deux méduses ont franchi les mers, hein, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les parties charnues qui forment le dernier humain. Et, se cramponnant à leur gabe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il est resté deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c'est un glaive. Oui, oui, je n'y faisais pas attention, votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins. Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement. Cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, quand il a su que j'avais fait vœu de vivre avec la maladie et l'immobilité jusqu'à ce que j'eusse vaincu le Créateur, marcha, derrière moi, sur la pointe des pieds, mais non pas si doucement que je ne l'entendisse. Je ne perçus plus rien pendant un instant qui ne fut pas long. Ce poignard aigu s'enfonça jusqu'au manche, entre les deux épaules du taureau des fêtes, et son ossature frissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement au corps que personne jusqu'ici n'a pu l'extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philosophes, les médecins ont essayé tour à tour les moyens les plus divers. Ils ne savaient pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. J'ai pardonné à la profondeur de leur ignorance native et je les ai salués des paupières de mes yeux. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en supplie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyre volontaire. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune pitié. La haine est plus bizarre que tu ne le penses. Sa conduite est inexplicable,
comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Tel que tu me vois, je puis encore faire des excursions jusqu'aux murailles du ciel, à la tête d'une légion d'assassins, et revenir prendre cette posture pour méditer de nouveau sur les nobles projets de la vengeance. Adieu, je ne te retarderai pas davantage, et, pour t'instruire et te préserver, réfléchis au sort fatal qui m'a conduite à la révolte, quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu, et, le prenant par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, le nid du rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si docile au conseil de la paternité, et tu le récompenseras par un sourire. Mais quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jette les yeux sur lui, et tu le verras cracher sa bave sur la vertu. Il t'a trompé, celui qui est descendu de la race humaine, mais il ne te trompera plus. Tu sauras désormais ce qu'il adviendra. Ô Père infortuné, prépare, pour accompagner les pas de ta vieillesse, l'échafaud un peu ineffaçable qui tranchera la tête d'un criminel précoce, et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe. Donc j'ai choisi ce texte. Donc je rappelle, hein, c'était Les Chants de Maldoror, la quatrième partie, quatrième strophe du chant quatrième. Je choisis ce passage pour deux raisons. Donc déjà, on a ce portrait physique, hein, complètement hyperbolique, une description extrêmement longue, une sorte de morceau de bravoure, hein, comme Lautréamont aime autant les faire, et un morceau de bravoure négatif, disons inhabituel, au sens où il va choisir les animaux les plus sales, hein, qui sont dans l'échelle hiérarchique, vus comme des monstres, hein, que ce soit le pou, la méduse, les crabes, la vipère, tous les animaux qui sont pour l'être humain dans la symbolique monstrueuse, et il va les intégrer au sein de son propre corps, du corps de Maldoror. Bon, c'est un peu symbolique aussi de tout le fonctionnement des chants de Maldoror, avec Maldoror qui comprend en fait toutes les monstruosités humaines. Et ensuite, dans une deuxième partie, après toute cette description vraiment corporelle et animale, on a le combat entre le monstre et l'homme, hein, qui reprend. C'est-à-dire que l'homme a enfoncé le glaive, hein, dans Maldoror, avec toute cette lutte qu'il y a dans tous les chants de Maldoror entre Maldoror et celui qu'il appelle le créateur. On voit bien que après cette partie-là, après cette lutte, qui est une lutte dans laquelle Maldoror se décrit comme martyr, hein, il est martyr du mal, torturé par l'homme, hein, l'homme étant lui-même encore plus mauvais finalement que Maldoror, ce qu'on comprend à la fin, hein, avec le transfert du mal vers l'enfant, disons, du lecteur. Hein. Maldoror s'adresse tout le temps au lecteur pour lui dire que le mal qu'il a à l'intérieur de lui est en fait un mal qui est à l'intérieur de tout homme, et en particulier à l'intérieur du lecteur. Donc il y a ce transfert qui fait qu'on a vu toute cette monstruosité-là, et qui nous indique que cette monstruosité textuelle, c'est une monstruosité qui n'est pas extérieure à l'homme, mais entièrement intérieure. Et donc il reprend, hein, comme je le disais dans l'introduction, hein, tous les thèmes romantiques, hein, toute cette description, un peu tout le thème de la nature, hein, qui est ici une nature complètement cruelle, complètement ultra violente, qui n'est pas du tout la nature, hein. C'est pas du tout le Vallon, c'est le contraire du Vallon, si vous voulez, de Lamartine. Et ensuite, cette adresse morale au lecteur, hein, cette adresse à l'élévation du lecteur, qui au contraire va pas être une adresse vers la chute du lecteur, en fait. Il ne s'agit pas du tout d'élever par la lecture, mais de ramener à une réalité qui est vue comme basse et monstrueuse. Donc voilà, je ne sais pas si on pourra peut-être en reparler tout à l'heure quand on fera la table ronde, là où, sauf si vous avez déjà des questions que vous voulez mettre dans le chat, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de lire ce texte tous les chants de Maldoror, c'est formidable, il faut relire régulièrement, mais en tout cas merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole du coup à Rafa ou à Alphonsine, celui qui voudra parler pour la suite. Alors, avant que nous ne passions à l'exploration du fait divers que va nous présenter Alphonsine, j'aurais voulu te poser quelques questions à Nosferalis. Ouais. Puisque pendant que tu parlais, il y a pas mal de choses qui m'ont interloqué, qui m'ont frappé. Il y en a que je vais garder pour la table ronde d'après, selon pour faire des liens avec ce que dira Alphonsine. Mais la chose qui m'a le plus frappé dès l'emblée, c'est quand tu dis que Maldoror, Isidore Ducasse, se présente en tant que narrateur monstrueux directement. On a un narrateur, c'est un narrateur première personne. Ouais.
Et je voulais te demander si dans cette opération-là, tu connais mon structuralisme. Si dans cette Mhm. opération-là, du narrateur première personne, Isidore Ducasse qui se transfigure en tant que Maldoror monstrueux, enfin, si on peut faire un lien entre narrateur et auteur, ce qu'il ne faut jamais faire, est-ce qu'il n'y a pas un procédé structurel qui est quelque chose d'assez, alors tu l'as dit, d'assez nouveau à l'époque, mais à quel point il est nouveau, ce procédé-là? Pas seulement le jeu monstrueux, mais simplement ce jeu. En quoi c'est nouveau et en quoi ça vient trancher avec je sais pas, avec le Ce siècle avait 2 ans de Victor Hugo, par Ouais. exemple. Moi, je pense que c'est comme comme Baudelaire, en fait, Lautréamont, c'est quelqu'un qui pousse plus loin le romantisme. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, pour moi, enfin, qui est complètement hors du romantisme, même si on a appelé ça, on l'a classé parfois parmi les décadentistes ou parmi les pré-surréalistes, hein. Mais si tu veux, il reprend cette narration à la première personne qui est très courante dans les romans romantiques, que ce soit René, Adolphe, avec un narrateur finalement assez proche de l'auteur, hein. Dans Adolphe de Benjamin Constant, c'est très autobiographique quand même, on le sait, même si évidemment on doit distinguer auteur et narrateur, c'est très autobiographique. Et là aussi, dans Les Chants de Maldoror, on a des références, hein, à l'origine argentine de Isidore Ducasse, à sa passion pour les mathématiques. Il y a quand même une proximité, hein, entre auteur et narrateur. En tout cas, il joue là-dessus, hein, sur cette différence et cette proximité. Et ce qui se passe, c'est que dans les narrations romantiques, à la première personne, on a souvent un narrateur qui est un peu séparé de la société, hein. Je repense à Adolphe, hein, c'est un roman que je trouve formidable, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui est misanthrope en fait et qui est mis au banc de la société, qui va peu à peu se retrouver dans la plus complète solitude et considérer lui-même comme quelqu'un de mauvais parce qu'il est quelqu'un en fait qui se considère lui-même comme supérieur, hein, plus sensible, plus intelligent. Et chez Maldoror, il va y avoir cette même mise au banc de la société, mais pour des raisons de monstruosité, sachant que la monstruosité est aussi mise par Maldoror lui-même du côté du génie, hein. C'est la marque de son génie, finalement c'est sa cruauté et puis sa puissance imaginative en fait. C'est pas tellement les actes commis, mais plutôt la capacité à imaginer des cruautés qui sont de fait nouvelles pour la littérature. Euh, et Donc, bon, je pardon. pense que c'est ça par rapport au romantisme. Après, au XVIIIe siècle, c'est un petit peu différent. On a beaucoup de premières personnes, mais surtout dans les romans épistolaires. C'est-à-dire, par exemple, dans les Liaisons dangereuses, on a accès aux pensées du personnage mauvais, hein. Je pense aux Liaisons dangereuses, à Valmont et Merteuil, au personnage qui est considéré enfin, Merteuil plus ou moins considéré comme monstrueuse. Mais après, avec le romantisme, on a cette narration première personne avec un personnage qui est pas du tout monstrueux, qui est le personnage séparé de la société parce que la société est mauvaise en fait, parce qu'il est le personnage romantique, sensible. Et chez Maldoror, ça devient le personnage séparé de la société parce il est dans le contraire de ses valeurs morales, dans une négation complète des valeurs morales et esthétiques, hein, surtout esthétiques en fait, de la société traditionnelle. Et pour répondre à une question qu'il y a dans le chat, je ne crois pas du tout qu'il y ait de rapport avec Alain Ducasse, mais ce serait entre Isidore Ducasse et Alain Ducasse, ce serait à vérifier, mais je ne crois vraiment pas du tout. Il y a une autre Ouais, question qui vient d'être posée dans le chat, ouais, je qui se vois. demande si le monstre est un monstre pour sa capacité à être au-dessus de la société de son époque. Ben, Et ce qui me permet de rebondir aussi ouais. sur une chose un peu simple, à quel point est-ce que le monstre est une créature au 19e siècle liminale, des confins, à la fois renvoyée dans ses Mhm. confins par la société elle-même, mais où le monstre s'y place aussi tout seul. À quel point le monstre est le constructeur de sa propre liminalité. Ouais, d'accord. Alors, je vais répondre à la question de Vincent Caqueru et puis je vais ensuite répondre à la tienne. Euh, pour la question du monstre, je pense que c'est pas une question de au-dessus. C'est vraiment une question plutôt de séparation. En fait, je pense pas qu'il y ait de rapport hiérarchique. C'est déjà le cas, en fait. Je pense alors pas vraiment chez les romantiques, hein, dans le personnage romantique, le narrateur romantique est perçu comme étant au-dessus parce qu'il est artiste, parce qu'il est plus sensible, plus intelligent, hein. Je reparle d'Adolphe, hein, mais chez Adolphe, dans le narrateur d'Adolphe, c'est évident comme ça. Chez Maldoror,
Je suis pas sûr qu'il se présente comme au-dessus. En tout cas, il se montre comme génial au sens où il a une capacité créatrice de cruauté imaginaire. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport véritablement hiérarchique avec, en tout cas avec la société. Parce que chez Maldoror, c'est pas tellement une question de rapport à la société. La lutte, hein, comme je l'ai dit dans ce passage-là, elle est plutôt avec le créateur, en fait. C'est vraiment une lutte avec Dieu, en fait. Hein. Maldoror, c'est vraiment le mal, c'est une sorte. On pourrait le raccrocher à une sorte de démon, même si c'est plus compliqué que ça, mais qui est en lutte avec le créateur et qui est en lutte avec l'homme au sens christique, si vous voulez, au sens de créature de Dieu. C'est montrer que Maldoror cherche à montrer que l'homme n'est pas une créature de Dieu, en fait. Mais faudrait que je relise en entier hein, les chants de Maldoror pour faire une étude. Est-ce que quel est le rapport de Maldoror avec la société? Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr dans ce passage-là, quelque chose qu'on a déjà bien dit dans les 2 premiers lives, c'est que le monstre se construit comme monstre, quand il est narrateur, se construit comme monstre par rapport au regard de la société. Hein. Alors, en l'occurrence, c'est ironique, hein, c'est par rapport aux animaux, hein, c'est les pourceaux quand ils me regardent vomissent. C'est-à-dire que même les pourceaux, hein, même les animaux vomissent en voyant Maldoror, tellement il est montré comme horrible. Il y a la même chose hein, chez Borges dans La demeure d'Astérion, hein, où le monstre se conçoit comme monstre parce que les gens s'enfuient en le voyant. Il y a une nouvelle de Lovecraft aussi, dont j'ai oublié le nom, qui fonctionne comme ça, avec le personnage, le narrateur sort de son souterrain, en fait, et après, enfin, tout le monde s'enfuit, et puis à la fin, il se rend compte, en se regardant dans un miroir, qu'il est un monstre, alors qu'il n'en avait pas du tout conscience jusque-là. Euh, voilà. Mais c'est vrai que sur la société, ça demanderait à être retravaillé. En tout cas, dans les chants de Maldoror, c'est explicitement par rapport au créateur, par rapport à l'homme en tant que créature divine. Et du coup, il y avait ta question, Rafa, sur la question de l'espace, un peu de la géographie du monstre, où se situe le monstre. Et c'est très intéressant parce qu'ici, il n'est pas vraiment montré comme éloigné hein, de la société, vu qu'il y a les athlètes, les mécaniciens, les philosophes qui viennent. Les Chants de Maldoror, c'est quand même une œuvre très parisienne. Hein. Maldoror erre dans Paris, finalement, c'est justement là qu'il trouve ses victimes. Et quand il est à la campagne, c'est plutôt une campagne de région parisienne. Donc, au contraire, ce qui est terrible dans Maldoror, c'est que Maldoror fait partie de l'espace social. Il fait partie de Paris, quoi. Il vit à côté de chez vous, c'est ça qui est bien dans le Maldoror, et c'est ça qui est très spécial hein, par rapport à, bah, justement, je parlais de la demeure d'Astérion de Borges, où là, le Minotaure est vraiment dans l'espace du labyrinthe, il est séparé, hein. On a vu ça dans le premier live, hein. Le Minotaure, il est vraiment mis de côté, on ne veut pas qu'il puisse sortir. Et or, là, chez Maldoror, il est vraiment présent, quoi. Il est vraiment dans Paris. Et oui, dans la demeure d'Astérion, c'est bien le monstre qui est le narrateur. Hein. C'est pour ça que je faisais le lien entre les deux. C'est plus tardif, hein. C'est 50 ans plus tard que Borges écrit la demeure d'Astérion. Mais effectivement, hein, le Minotaure est le narrateur dans la nouvelle de Borges, comme chez Lautréamont. Et en fait, comme je l'ai dit, hein, c'est singulier chez Lautréamont que le narrateur soit le monstre. Enfin, en tout cas, c'est un peu nouveau. Hein. J'ai pas, bon, moi, je suis pas non plus ultra calé en histoire littéraire. Hein. On pourrait retrouver, je pense, des narrations où le narrateur est lui-même le monstre. Mais ensuite, au XXe siècle, c'est devenu quelque chose. Bah, j'ai parlé de Lovecraft, de Borges. Il y a aussi Dürrenmatt hein, qui a fait tout un livre, La balade du Minotaure, où le Minotaure est le narrateur. Mais c'est vrai que c'est ça qui est terrible dans les Chants de Maldoror, c'est que le monstre est le narrateur et le monstre est parmi nous, c'est-à-dire qu'il vit à Paris. Euh, il est là, quoi. Voilà. Eh bien, tu nous offres une transition magnifique et merci beaucoup, ma chère Alice, pour ton intervention. Merci pour toutes tes réponses. On reviendra là-dessus dans la table ronde, évidemment. Mais tu nous offres une transition assez extraordinaire sur le monstre qui est chez nous, finalement. Ce monstre qui vit dans la demeure d'à côté, avec lequel on a peut-être pris un café au bar. Finalement, ce monstrueux qui est le monstrueux de C'est arrivé près de chez vous, de Benoît Poulvord, qui n'est jamais que le monstrueux du fait divers, le monstrueux de la chose horrible qui se déroule presque sous nos yeux et qu'on va dévorer dans la presse le matin en prenant son petit café aux Zingues.
ce monstrueux dont on va lire les choux gras dans la presse à scandale ou dans la presse de caniveau ou dans la presse un peu plus sérieuse qui cherche à se vendre aussi. Ce fait divers qui va nous surprendre, qui va nous horrifier et qu'on va prendre plaisir à suivre, on va prendre un plaisir presque pervers d'anticipation à suivre, ce fait divers qui a des liens avec le feuilleton, qui va presque se construire souvent comme un feuilleton lui-même dans l'histoire qui est en train de se dérouler, l'événement qui se produit sous nos yeux. Et bien allons-y, Alphonsine, si tu veux bien nous expliquer ce fait divers et l'exemple que tu as choisi pour l'illustrer au 19e siècle, nous t'écoutons. Volontiers, merci Rafa. Donc on va parler de faits divers et on va parler de l'ogresse de la Goutte d'Or. Je n'ai pas choisi ce nom, ce fait divers au hasard, c'est déjà le nom d'ogresse, on est bien dans un bestiaire de conte. C'est ce monstre au féminin ou au masculin qui mange les enfants. Et ce qui m'a intéressée dans l'ogresse de la Goutte d'Or, c'est que ça me permettait de continuer un petit peu la réflexion que j'avais initiée sur Vacher lors du précédent live. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Mais en tout cas, en gros, l'idée, c'est de continuer un petit peu sur aussi ce que disait Rafa, au sens où le fait divers et le roman feuilleton grandissent en fait dans les mêmes colonnes du journal. En fait, le roman feuilleton se met tout en bas et souvent à la même page que le fait divers, et l'un et l'autre vont emprunter des codes narratifs qui sont... Vous ne m'entendiez pas? Si, vous m'entendiez, je ne sais plus. Allô, allô, est-ce que vous m'entendiez? Les aléas du direct. Donc je reprends si vous n'aviez... Ah, si, c'était bon. Donc voilà. Donc je disais... Où en étais-je? Oui, j'étais sur la fictionnalisation du fait divers qui emprunte les mêmes codes narratifs que le roman feuilleton, avec vraiment... parce que tous les deux, en fait, quand ils vont créer leur code, créer leur référentiel, ils vont piocher dans la littérature. Donc c'est assez logique finalement que l'un et l'autre empruntent ces codes. Je prends ces réflexions d'Anne-Marie Thiès, qui a publié un livre qui s'appelle Le roman du quotidien, lecteur et lecture populaire à la Belle Époque, et qui montre qu'il y a un jeu en fait, vraiment sur la place en fait du fait divers et du roman feuilleton au sein du journal, et le fait que pour les lecteurs en fait, qui sont de nouveaux lecteurs, les lecteurs populaires issus des dernières vagues d'alphabétisation, se reconnaissent, et tout d'un coup on va avoir une littérature qui parle de leur quotidien. Et donc notre ogresse, notre monstre en fait est breton en l'occurrence. C'est un mystère très urbain à la base, puisque ça se passe dans le quartier parisien de la Goutte d'Or, très populaire à ce moment-là. Et en fait, la protagoniste de cette histoire, c'est Jeanne Weber, qui arrive à 14 ans à Paris, à la fin du 19e siècle, comme beaucoup de petites bretonnes. Et je ne sais pas si vous avez vu dans mes petites diapos, c'est si vous avez vu l'image de Bécassine, parce que Bécassine, en fait, c'est vraiment inspiré de toute cette petite bretonne qui arrivait à Paris. Il y avait aussi des Normandes aussi, mais surtout des bretonnes, qui venaient et essayaient en fait de rentrer comme soit bonne d'enfant, soit femme de chambre, dans les petites et moins petites maisons. Et il y a vraiment eu un exode rural à ce moment-là. On avait les maçons de la Creuse et on avait les bretonnes dans la domesticité. Donc elle est arrivée à 14 ans et elle a fait sa vie, elle s'est mariée avec un monsieur alcoolique, petit accident de micro. Oui, il y avait aussi les Aveyronais, mais en fait, ça créait un petit peu des types et des nouveaux types dans la ville. Et résultat, elle arrive de Bretagne en 1890 et c'est l'archétype de la petite Bretonne un peu bécasse. Elle est perdue et en fait, autour d'elle commencent à mourir beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, d'abord les siens. Et puis ceux qu'elle garde, c'est d'abord dans le cercle familial, donc je crois qu'il y a le fils, ou la fille de son frère, ce genre de choses. Et en fait, les enfants commencent à mourir un petit peu et à tomber comme des mouches autour d'elle, et ils ont d'étranges marques rouges autour du cou en général.
Et donc, il va y avoir un premier procès au bout d'un moment, parce qu'on va accuser Jeanne Weber d'avoir tué des enfants par strangulation. Et la question, c'est que Jeanne Weber nie. Et donc, on va faire venir l'expertise. Et c'est très intéressant au sens où toute cette affaire se construit sur une opposition entre différents experts médicaux. Je vous parlais de l'expertise psychologique sur Joseph Vacher il y a quelques jours. Là, on est sur les expertises médico-légales sur les corps d'enfants. Et à ce moment-là, la première fois, les médecins parisiens disent en fait, c'est quand même des enfants d'ouvriers. Les enfants d'ouvriers, ça meurt un peu pour rien. Leurs parents sont alcooliques, il y a un atavisme, il y a une dégénérescence de la race. Et donc, en fait, c'est un peu normal que les enfants des ouvriers meurent pour rien, c'est pas sa faute à elle. Ce qui fait que Jeanne Weber est relâchée. Là-dessus, elle change de nom et repart en Bretagne, parce que c'est quand même un petit peu difficile de retrouver une place de garde d'enfant avec cette réputation qui lui colle à la peau, surtout que, j'y reviendrai en conclusion, mais l'infanticide au 19e, c'est toujours très grave, l'infanticide, mais il y a vraiment quelque chose qui traumatise énormément la société du 19e à propos d'un infanticide, puisque la femme sort du rôle que la société lui a assigné en tuant des enfants, et a fortiori à cette époque-là, en tuant tous ces enfants alors qu'on essaye de repeupler la France, qui est beaucoup moins peuplée que l'Allemagne à ce moment-là, et il y a tout l'enjeu de récupérer l'Alsace-Lorraine, donc tuer les bons petits Français, c'est un petit peu un problème. Et donc là-dessus, Jeanne Weber change de nom, part en Bretagne, et rentre au service de quelqu'un qui ne sait pas du tout qui c'est, et regarde des enfants. Et les enfants recommencent à mourir un petit peu étrangement. Et il y en a, je sais plus, 2 ou 3 qui meurent comme ça. Ce qui fait que on se repose des questions quand même. Et donc, reprocès. Et il y a vraiment à ce moment-là 2 écoles à nouveau, dans le sens où les experts de campagne vont déterrer les corps des enfants pour vérifier, faire une autopsie, et disent bien qu'il y a des marques un petit peu bizarres sur le cou qui peuvent montrer qu'il y a eu strangulation, et d'autres, et les médecins parisiens qui continuent un petit peu leur ligne en mode non, on a dit qu'elle était innocente, c'est pas elle, sachant qu'elle a toujours nié. Et finalement, Jeanne Weber est condamnée, mais elle est envoyée à l'asile parce qu'elle est jugée irresponsable de ses actes. Et elle meurt 10 ans plus tard dans sa cellule, je sais plus exactement de quoi, d'une crise de néphrite. Voilà. Donc ça dure assez longtemps cette histoire parce qu'elle arrive donc à Paris fin 19e et elle est après plusieurs acquittements avec tout le rythme de la justice, elle est internée en 1908. Donc on voit que ça court un petit peu. Oui, Kazarja, c'est exactement ça en fait. C'est un peu les flics de campagne qui disent oui, non, mais en fait, voilà, et ceux de la grande ville qui disent non, je ne suis pas d'accord avec cette version, qui ont un peu plus les codes aussi face à la justice et qui vont appuyer. Et il y a un petit peu vraiment cette idée d'une querelle de notables autour de cette histoire. Et là-dessus. Il y a vraiment donc un débat entre l'innocence et la culpabilité de cette femme. Il y a même une ligne qui a été donnée en mode en fait, elle était innocente au départ, et à force de lui faire des procès, vous avez créé ce monstre qui a vraiment tué les derniers enfants. Mais les premiers enfants étaient des morts accidentelles, et à force de lui dire qu'elle était une meurtrière, vous avez créé une meurtrière. Et il y a eu notamment un expert qui a eu ce discours-là, que je trouve très intéressant, parce qu'on est exactement dans la fabrique du monstre. Et il y a vraiment, là je vais vous citer un livre de 2 docteurs, le docteur Doyen et le docteur Hauser. C'est un livre sorti en 1908, au moment du dernier procès, qui s'appelle L'affaire Jeanne Weber, l'ogresse et les experts. Et au tout début, les auteurs racontent la déception
de l'audience à la vue de l'accusé. Parce qu'en fait, les journaux en ont fait une monstresse. Vous voyez mes quelques petites images qui défilent depuis tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment à chaque fois dans le dessin de presse quelque chose de très très hyperbolique. Et là, devant eux, l'image ne correspond pas. Petite citation. Dès l'ouverture de l'audience, les yeux des curieux se portèrent sur cette petite Bretonne à la figure ronde et sans expression, et ce fut pour chacun une déception. Et quoi? C'était là l'ogresse dont on avait tant parlé? C'était là cette femme énigmatique dont on avait voulu faire l'héroïne d'une cause célèbre? Et il y a un jeu d'antithèse finalement dans la suite du texte avec cette petite Bretonne à la figure ronde, mais qui a tout de même de, je cite, fauves lueurs dans ses yeux et qui réagit à la barre comme un animal traqué. C'est un livre à charge qui est convaincu de la culpabilité de Jeanne Weber et on peut lire page 24. La Weber est coupable et ses mensonges ne la feront pas échapper au châtiment que réclament pour elle toutes les mères de France. Parce que bon, elle a tué 8 enfants, mais toutes les mères de France sont pas très... Elles sont vénères là. Et donc voilà, je vais pas développer au-delà. Je vais laisser Rafa me poser des questions si ça lui inspire. Mais il y a vraiment cette idée. Bon, c'est encore une affaire où on n'a pas de certitude. Comme un petit peu fâché, on n'est pas sûr finalement, puisque elle n'a jamais avoué. Mais ça fait partie de ces affaires un petit peu étranges de la fin du 19e et qui réinterrogent vraiment comment on crée le monstre dans une société policée avec vraiment dans ce cas-là toute la problématique du rapport campagne et ville avec une petite Bretonne qui vient à Paris pour tuer des enfants et des experts à la fois sur place en Bretagne et sur place à Paris, dont les versions ne coïncident pas. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Alphonsine, pour cet éclairage sur un fait divers. Ce qui me frappe dans un premier temps dans ce que tu dis, dans ce que tu as expliqué, c'est qu'il y a une double tension qui est assez rigolote. Tu l'as bien montré là en parlant de la tension ruralité-urbanité, mais il y en a une autre qui est sous-jacente à ce que tu as dit et qui est assez rigolote de mon point de vue, c'est l'idée que le monstre doit être monstrueux. Et quand tu as cité le livre avec la description la description du visage de l'ogresse comme étant banal finalement, le monstre n'est plus monstrueux et donc il y a une sorte de refus de sa non-monstruosité physique. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on voit là quelque chose qui est très 19e siècle avec toutes les théories de la phrénologie, de la physiognomonie, toutes ces conneries un peu stupides. Et donc la question la tension que je voudrais résoudre là, c'est ce que tu as dit à un moment. La France est en plein repeuplement parce qu'il faut aller récupérer l'Alsace et la Lorraine. On est en train de couver la guerre de 14-18. Donc il faut faire des enfants. Donc il faut pas tuer les enfants, l'infanticide c'est pas bien, bout. Mais en même temps, t'as la défense suivante où les enfants d'ouvriers qui meurent, c'est pas très grave parce que les ouvriers sont jamais que des dégénérés ou des dégénérés en puissance. À ce titre, j'ai un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais à cette époque-là, un enfant sur 5 meurt en bas âge contre 5 pour 1000 aujourd'hui. C'est des chiffres de l'INSEE. D'accord. Donc il y a une déshabituation à la mortalité infantile qui va se produire petit à petit grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène. Et en fait, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que ce monstre, qui est ce monstre rural, qui est ce monstre absolument pas exceptionnel, puisque elle n'a rien d'exceptionnel, cette femme, est-ce que c'est pas là où il y a une bascule assez curieuse de la monstruosité dans la normalité, dans la banalité, alors que jusqu'à présent, et c'est ce que montrait Nosferaliste un instant plus tôt dans Les Chambelles d'Aurore, il y avait une monstruosité qui était exceptionnelle, qui était
qui tenait de l'exemple. Est-ce que là, on n'est pas dans une bascule même si c'est un exemple négatif évidemment, mais est-ce qu'on rentre pas dans une monstruosité qui n'est plus exceptionnelle, qui est juste une monstruosité à peu de frais, une monstruosité facile? Alors, je sais pas si on peut dire facile, mais mais en tout cas, c'est une monstruosité du quotidien, ça c'est clair. Et à ce titre-là, je vais rester un petit peu dans la question de la figure du domestique, qui est alors, vous avez vu, moi, souvent, la monstruosité, je la rattache toujours assez facilement au thème de la dualité. Et le domestique, à cette époque-là, perturbe beaucoup et a une place littéraire très importante, dans le sens où le domestique, c'est la personne d'extraction très populaire et qui vit pourtant auprès des bourgeois et des nobles. Et ça fait que c'est une créature qui est complètement qui est hors limite, puisqu'en fait elle commence à prendre les codes des maîtres tout en n'étant pas de l'extraction sociale des maîtres. Et il y a un petit peu cette idée, et là en fait l'ogresse de la Goutte d'Or elle est garde d'enfants, donc on est vraiment dans cette question du domestique. Et à ce titre on a aussi par exemple le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, sorti en 1900, qui joue vraiment sur cette dualité de la narratrice, hein. C'est un journal qui est écrit au jeu, et avec à la fois un personnage qui est... on est en empathie avec ce personnage qui a envie d'une forme d'ascension sociale, mais sa forme d'ascension sociale, c'est d'ouvrir un café avec un cocher potentiellement violent, qui a potentiellement violé une petite fille et qui est super raciste. Du coup, c'est pas si... La fin est très 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 particulière. Kezarja dit justement que la narratrice est un peu mesquine, mais enfin très mesquine, je ne veux pas trahir les propos de Kezarja. Et pour Octave Mirbeau, qui est anarchiste, hein, il y a une forme de défaite dans ce retour à l'ordre et ce retour à des valeurs assez problématiques. Je remonte un petit peu sur les questions. Alors, Duras, sur le truc des mamans tueuses, je connais pas du tout. En fait, j'ai un gros trou dans le XXe siècle. Je suis un peu nulle sur le sujet, du coup, je vais pas forcément pouvoir rebondir. Mais si tu veux en dire plus dans le chat, Mister Chouette, vas-y, lance-toi. On serait très heureux d'en savoir un petit peu plus. Et je suis vraiment tout à fait d'accord avec Palingène. J'espère que je prononce correctement, sur le fait que les archétypes monstrueux, en tout cas au 19e par rapport aux enfants, c'est vraiment ces mères renversées. Puis on est vraiment un petit peu, si on veut remonter, dans la figure mythique de Médée, hein, c'est la mère qui tue ses enfants. Là, c'est juste que ça commence comme ça et ça s'allergit ensuite au cercle familial puis au boulot. Il y a un peu une contamination chez l'ogresse de la Goutte d'Or. Mais on est vraiment dans ça. Oui, vas-y, Rafa. Est-ce que c'est pas... je pense toujours en termes structuralistes en étant stupide. Est-ce que c'est pas... Non, c'est très bien le structuralisme. Est-ce que c'est pas une façon de forcer et d'imprimer la place de la femme, justement, de forcer la place de la femme, et en construisant ces figures monstrueuses, de rappeler la menace que la femme libre, puisque ultimement la femme qui bute ses gosses, c'est une femme libre, c'est une femme qui refuse sa maternité, qui refuse sa place sociale, qui refuse son rôle dans la société, etc., etc. Je ne vais pas refaire tout le bazar. Est-ce que c'est pas une façon pour la culture d'assurer une domination particulière sur les femmes, justement, cette construction mythique, monstrueuse? Alors si, je suis totalement d'accord. Après, il faut vraiment le recontextualiser par rapport aux classes sociales, parce que par exemple, soit dans la haute société, mais surtout dans le monde de la culture, etc., c'est quand même un petit peu plus libre, entre guillemets. C'est-à-dire que en 1898, par exemple, on a une chronique de Jean de Tinan sur la mode de l'hystérectomie chez les grandes dames, qui, quand elles ne veulent plus d'enfants, se font retirer l'utérus par un médecin très bien. Et évidemment, c'est la belle époque, c'est-à-dire que c'est toujours un double discours, ça se dit pas trop, mais tout le monde le sait. Faut toujours penser comment marche la société mondaine à ce moment-là, comme ça, on ne le dit pas ouvertement, mais tout le monde le sait. Et
chez la grande dame, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, et bon, une fois qu'elle a fait son devoir conjugal et qu'elle a pondu ce qu'il fallait, on peut considérer que c'est pas un degré de liberté qui va être accordé aussi facilement à des femmes d'extraction plus basse. Mais dans tous les cas, je suis totalement d'accord avec ta remarque. Enfin, c'est vraiment construire ces monstres féminins, c'est dire attention. Et puis, bon, on l'a déclaré irresponsable, mais il y a eu la menace de la guillotine pendant un long moment sur Jeanne Weber. Donc il y a un peu cette idée de voilà ce qui vous attend si vous déviez du chemin. Encore que bon, être interné en 1906, je suis pas sûre que ce soit une promenade de santé non plus, hein, mais... Très bien. Merci beaucoup pour ton intervention, Alphonsine. Monsieur Chouette nous explique ce que Duras disait sur la mère de Grégory, où celle-ci était forcément sublime et coupable et qu'elle avait vengé toutes les mères par son geste. Ce qui se tient, c'est une construction qu'on a vue dans les lectures de Médée, par exemple, à certains moments. Il y a des questions qu'on va garder pour la table ronde, notamment la sexuation du monstre qui est intéressante. Et j'en aurai une autre sur la construction de la monstruosité au XIXe siècle, que je vous proposerai tout à l'heure. Je vous propose que nous continuions notre trajet dans les différents arts, dans les différentes présentations, en allant sur les arts vivants, le spectacle vivant, si je ne me trompe pas, Alphonsine. Ou était-ce sur la musique, je ne me souviens plus, de façon à pouvoir poursuivre notre exploration, poursuivre notre chemin, avant d'arriver sur notre table ronde. Oui, donc la musique est dans les arts vivants, donc ça marche aussi. Donc on passe côté spectacle. Alors là, j'ai pas d'image parce que j'ai moins préparé. Je vais juste vous reparler un tout petit peu. On repart quelques années en arrière, dans les années 1840, et le ballet romantique, avec la question de l'acte blanc. Je vous ai déjà parlé de Gisèle lors du premier live, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Gisèle, c'est un ballet dont l'argument a été écrit par Théophile Gautier et Jules Vernois de Saint-Georges, et à partir d'une légende slave ou germanique, et qui développe l'idée des Willis. Et avant, on avait aussi la Sylphide, mais je vous en parle juste après. Et les Willis sont des jeunes femmes mortes avant leur mariage qui, la nuit, sortent de leur tombe et vont danser dans les bois. Et si elles croisent un homme, eh bien, elles vont le faire danser jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Et ce sont de jeunes femmes en robe blanche, très belles, très charmantes, mais... les écouter et ne pas savoir leur résister équivaut à la mort, et ce sont vraiment des créatures de la nuit. On a ça aussi donc chez la Sylphide, qui est le premier ballet qui a introduit les pointes et le fait que la danseuse puisse danser s'élever sur le bout des pieds, comme une figure de l'insaisissable. Et c'est justement ça en fait qui intéresse à chaque fois le héros masculin dans ces ballets, c'est cette jeune femme insaisissable qu'il poursuit, mais jusqu'à être en danger. Et il y a vraiment, on revient un peu sur la question du limès, de la limite, du rapport entre le monde réel, le monde du jour, le monde où le narrateur doit se marier avec quelqu'un qui lui a été destiné par la société, par sa famille, et le monde du rêve. Le monde du rêve étant fondamentalement dangereux. Et en fait, que ce soit la Sylphide ou Gisèle, on a ce côté acte blanc, c'est-à-dire que le ballet romantique est toujours construit en deux actes, avec le premier acte qui est couleur locale, qui est pittoresque, avec des jolis costumes pleins de couleurs et qui représente la vraie vie, et le deuxième acte où toutes les danseuses sont en robe de mousseline blanche, dansent sur pointe et sont la figure de cet insaisissable. Et soit soit le héros masculin essaye de les suivre, soit par exemple dans la Bayadère, il fume une pipe d'opium pour réussir à retrouver sa bayadère morte, mordue par un serpent. Et il y a toujours la question, est-ce qu'il va savoir revenir? Et donc c'est une proposition vraiment courte, mais vraiment cette réflexion sur cette notion de limite, d'insaisissable qui crée le désir, mais en même temps, si on le suit, on est en danger. Et je trouvais ça intéressant d'en parler dans le cadre de la figure du monstre, parce qu'en fait, il n'y a rien de moins monstrueux
que ces personnages de jeunes femmes. Elles sont incarnées par les étoiles, elles sont toujours très belles, elles sont parfaites, mais elles sont irréelles, elles ne sont pas humaines, ce sont des créatures magiques. C'est une sylphide, c'est un fantôme, c'est une ombre. Dans la Bayadère, c'est l'acte des ombres. Et on décline ça à l'envi dans plein de ballets romantiques qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Et voilà, je trouvais que c'était aussi une variante intéressante. Alors on est revenu vraiment dans l'esthétique romantique pure. Et donc, oui, il y a un peu côté comme les sirènes, en fait, où on ne peut pas résister à leur appel. Et, sauf qu'elles sont beaucoup moins monstrueuses visuellement que les sirènes antiques, qui étaient quand même un peu bizarres, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Alphonsine, pour cet éclairage sur le ballet. Ce qui me paraît intéressant et à questionner ici, c'est effectivement, ce ne sont pas des monstres. Tu le dis, même si elle cherche à entraîner le narrateur, le personnage principal masculin vers la mort ou ce genre de choses, ce ne sont pas des monstres dans le sens où elles sont irréelles, elles sont diaphanes, sont pas là. Mm. Et est-ce que ce serait pas une construction, une contre-construction pour ne pas rendre une sorte de refus à rendre monstrueux la figure de la danseuse de ballet, la figure de l'étoile justement, parce qu'on aurait encore une impossible réductibilité du corps de la danseuse de ballet à un corps monstrueux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un refus ici de la monstruosité physique on est toujours coincé dans un, je crois que c'est Platon, on est toujours coincé dans la doxa platonicienne, le beau, le vrai, le bon. Et donc, si on est beau, est-ce qu'on peut être bon? Est-ce qu'on peut ne pas être bon dans ce cas-là? Avec les danseuses qui sont magnifiques, peuvent-elles être monstrueuses? Peuvent-elles incarner le monstrueux? Alors c'est une excellente question. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans la Sylphide, qui est le premier ballet sur cette question, enfin qui ouvre vraiment, ça va être vraiment sur ce modèle-là que tous les autres vont être faits, même Gisèle après. On a une autre figure un peu plus monstrueuse, c'est celle de la sorcière. Et alors ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas forcément le cas, hein, mais aujourd'hui, la sorcière, elle est dansée par un homme. Et on a aussi ça, par exemple, dans la Cendrillon de Nureyev, ou même dans le ballet Cendrillon, où la belle-mère, qui est vraiment vraiment l'antagoniste et qui doit être ridicule, qui doit être repoussante, etc., elle va être dansée sur pointe par un homme. Et donc, de fait, je pense qu'il y a un peu une résistance, en effet, à abîmer d'une certaine façon la figure de la danseuse, qui est une figure quand même de la, de la beauté, de la grâce. Et puis bon, les danseuses... Autant les danseuses de l'opéra étaient vraiment, on le voit avec la petite danseuse de 14 ans de Degas, c'était vraiment souvent des pauvres filles qui en plus arrondissaient un peu leur fin de mois en suivant des abonnés un peu généreux. Autant l'étoile a quand même un statut symbolique, et donc c'est un petit peu compliqué, en effet, je pense, de la grimer au point de la rendre méconnaissable, par exemple. Et je pense que ça permet aussi de réfléchir à toute cette question du monstrueux féminin, justement en parallèle avec l'ogresse. Le monstrueux féminin est une question en tant que telle, en fait. Merci encore. Dans le chat, Philippe et Monsieur Chouette ont développé l'exemple de Duras et de Madame Villemain. Je vais citer ce que cite Philippe pour la réponse à la question de Duras. L'article se termine dans un article paru dans Libé en 1985. La fin de l'article. Je parle du crime commis sur l'enfant, désormais accompli, mais aussi je parle du crime opéré sur elle, la mère, et cela me regarde. Elle est encore seule dans la solitude, là où sont encore les femmes du fond de la terre, du noir, afin qu'elles restent telles qu'elles étaient avant, reléguées dans la matérialité de la matière. Christine V est sublime, forcément sublime.
ce qui nous explique un peu ce que Monsieur Chouette nous disait sur Duras, et son soutien à Madame Villemain, qui fait de Duras une sorte de continuation des thèmes que Duras aborde elle-même dans sa production romanesque. Sur la danse, j'aime, c'est vraiment, c'est vraiment, comment ça s'appelle? C'est vraiment intéressant que tu aies pris cet exemple de la danse de mon point de vue, parce que ça ramène le monstre à sa corporalité. Si j'avais envie de faire prétentieux, je parlais de corporéité, mais ça ramène le monstre à son corps, à son physique, et à cette matière qui est, c'est ce que disait très bien Andrea lors du live de vendredi, quand elle nous expliquait la figure de Madras, qui est ce monstre organique, malléable, qui bouge, qui est insaisissable. Et là, il y a comme l'envie de fixer le monstre dans quelque chose. On essaye de contraindre un corps pour le fixer. Et alors je vais prononcer Casarja, je ne sais pas s'il faut prononcer Casaria ou Casarja, pardonnez-moi, montre quelque chose qui est très pertinent et qui est très beau. C'est que dans l'ogresse, le problème, c'est qu'on a une femme qui n'est pas assez féminine, et les Willis, les sylphides ou les sirènes sont des femmes qui sont trop féminines. Et si on s'intéressait, si on développait plus sur la question, on aurait clairement cette notion de contrôle encore. C'est très très vrai, d'autant plus que la sylphide se caractérise par sa coquetterie. Et c'est par la coquetterie qu'on arrivera à la piéger à la fin du ballet. Et la sylphide, en fait, elle est assez particulière pour nous parce qu'elle a plein de petits bijoux, elle adore tout ce qui brille. Enfin, il y a un petit côté pie-grièche, quoi. C'est une créature de la forêt, mais il y a vraiment ce côté attribut de la féminité poussé à leur paroxysme. On va poursuivre notre exploration avec le dernier temps de cette première partie de la matinale 19e, en nous attaquant à l'art cette fois-ci, et c'est encore toi, Alphonsine, qui t'y colle, je crois. Oui, c'est moi. Je suis partout aujourd'hui. Désolée. Et donc on part sur l'image. Et je vais faire court, mais je vais vous parler d'un tableau que j'aime beaucoup. C'est La Vague de Carlos Schwabe. Alors là, on part côté un petit peu plus fin de siècle. Alors là, c'est vraiment plus... comment dire pour vous contextualiser, c'est un tableau qui est sorti donc au Salon de 1907. C'est la même année que les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et vous voyez aussi pourquoi je vous ai donné un long 19e siècle jusqu'en 1914, parce que sinon je n'aurais pas pu vous parler de ce tableau. Alors il a l'air comme ça, voilà, il est assez impressionnant, mais il faut imaginer que c'est un tableau qui fait 196 cm de hauteur, donc 1,96 m, et donc il n'est pas accroché à nos pieds, il est accroché plutôt à mi-corps. Donc quand on le voit, on est vraiment complètement submergé par cette vague avec des femmes. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas fait exprès du tout de prendre que des monstres féminins ce matin, mais... voilà, c'est encore des femmes, voilà, enfin, pardon. Mais c'est un tableau que j'ai découvert lors de l'expo Crime et Châtiment. Il est revenu en France. En fait, il n'avait pas été exposé depuis le début du siècle en France, avant cette expo-là. L'expo Crime et Châtiment avait lieu en 2010 au musée d'Orsay sous la direction de Jean Clair. Et il y avait vraiment l'idée... que toutes ces femmes hurlantes, on en voit surtout 3, mais en fait il y en a 7 en tout, prêtes à submerger le spectateur, m'a pas mal fascinée. Alors juste pour vous contextualiser un petit peu, Carlos Schwabe, c'est un peintre symboliste qui est très très connu aussi pour ses illustrations d'ouvrages. Il a illustré notamment Les Fleurs du Mal, mais là vous voyez sur le diaporama une ébauche de La Vague qui est sortie en fait dans Les Paroles d'un croyant de Lamennais, et qui est un grand texte du catholicisme social. Et c'est à ce moment-là que lui est venue cette idée. Il a commencé à travailler, vous le voyez sur les ébauches, les esquisses de ces femmes qui regardaient et fixaient le spectateur avec insistance. Et voilà, je vais pas aller plus loin. Si vous avez des questions, je vous renvoie. En fait, il y a quelqu'un qui a vraiment fait sa thèse et beaucoup d'articles, et il y a
un podcast d'1 heure de France Culture sur ce tableau. C'est Jean-David Jumeau-Lafont qui a beaucoup travaillé sur Carlos Schwabe. Mais je voulais terminer cette matinale avant bien sûr la table ronde, mais sur ce surgissement et cette menace en fait de vague qui peut nous submerger. Pour citer Jean-David Jumeau-Lafont, il y a vraiment dans ce tableau une volonté de manifester, selon lui, une volonté de manifester les convictions sociales de Schwabe et surtout son sentiment d'injustice au niveau du statut de l'artiste, avec le sentiment d'être complètement englouti et dépassé par la situation. Voilà, je ne creuse pas plus. L'idée c'était vraiment de vous le montrer parce que je l'aime beaucoup et ça va vite de montrer un tableau, mais si vous avez l'occasion de le voir un jour, il est vraiment très impressionnant. Voilà. De façon tout à fait curieuse, quand je vois ce tableau, je pense à une couverture de la bande dessinée, comment ça s'appelle, de la caste des métabarons, où on voit des figures posées ainsi, surplombantes et très menaçantes, et pleines de majesté pleines de majesté et d'assurance. Casaria, encore une fois, pardon, fait référence à la vague de chevaux dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, quand Frodon, sur le cheval d'Arwen, non, quand Frodon, porté par Glorfindel, arrive devant Foncombe et que Gandalf provoque le. Mais est-ce que ça veut dire que le spectateur est un Nazgûl ? Ce serait marrant de se poser cette question. Ce serait très marrant de se poser cette question du rôle du spectateur, de la place du spectateur dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit à la fois dans les films ou dans les livres, parce que c'est une place tout à fait différente de mon point de vue du livre au film. Avant de passer, on va passer à la table ronde. Est-ce qu'on fait une petite pause avant Ouais. Si alors, ça vous va Dans ce cas-là, avant de passer à la table ronde, pour parler musique, juste une seconde, je vous propose de prendre quelques minutes, 4, 5, pour aller écouter cette rendition, cette interprétation. Ouais, j'avoue que Palingine a raison, ça fait très pochette de rock prog, on pourrait vraiment voir... en fait, c'est une pochette de Blue Oyster Cult et on ne le sait pas, quoi. Pour aller écouter cette production du Roi des Aulnes, où on est dans le monstrueux, et on est dans un monstrueux qui va s'intégrer dans la musique, parce que le Roi des Aulnes raconte l'histoire d'un père qui transbahute son enfant à travers la forêt le plus vite possible pour l'amener chez le médecin, pour le sauver. Et la mise en musique fait que le piano mime la vitesse du cheval. Et il y a quelque chose d'hyper tragique dans cette chanson, c'est que peu importe la vitesse à laquelle ira le cheval, peu importe la vitesse à laquelle jouera le pianiste ou la pianiste, peu importe, l'enfant sera toujours mort à la fin, le monstrueux l'emportera. On se dit rendez-vous tout de suite dans quelques minutes pour la table ronde. À tout de suite. À tout de suite, merci. On est là. Est-ce que vous nous entendez ? Ouais, il y a du son. Nous revoici. Coucou. Alors, on va lancer cette table ronde et sur les conseils de Nosferalis, on va attaquer par vos remarques. Vous aviez, et on va nourrir cette table ronde de vos remarques au fur et à mesure. Vous avez noté dans le chat cette grande question, entre guillemets, non, cette grande question d'ailleurs, sans guillemets, de la sexuation du monstrueux, du problème que va être cette construction d'un monstrueux féminin. Et il est assez intéressant qu'on se soit surtout penché sur ce monstrueux féminin aujourd'hui, ce matin. Et on va commencer par ça. Et on va s'interroger sur les conditions d'émergence de cette monstruosité féminine et de ce que ça raconte, de ce que ça donne. Je laisse la parole aux gens qui sauront mieux en parler.
Nos Bah, spécialistes. vas-y. Allez-y. Alphonsine, tu veux peut-être commencer? Parce que c'est vrai que moi, j'ai traité Maldoror, hein, non, plutôt une monstruosité assez masculine. C'est assez drôle parce que moi, j'ai traité le masculin, toi, tu as plutôt traité le Oui, bah oui. féminin. Mais je sais pas, sinon tu peux commencer parce que, en fait, chronologiquement, moi je vais vous parler d'un petit peu de Rachilde pour répondre à cette question. Donc, pareil, on part à toute fin de siècle. Vous allez voir, si vous faites plusieurs matinales, j'ai un très très gros biais fin de siècle, hein. Donc, Mhm. Bon, alors moi, je vais du coup parler d'abord du masculin et très rapidement, hein, parce que j'ai pas énormément non plus de choses à dire. Et puis, je pense qu'on discutera ensuite de ce qui a été proposé sur la monstruosité féminine. Mais dans Maldoror, on a une cruauté. Enfin, déjà, Maldoror est un personnage masculin, hein, et on a une cruauté qui est aussi de l'ordre de la violence sexuelle, hein, puisqu'on a enfin, une scène terrible de viol au milieu, dans le champ 5, je crois, hein, euh, qui est raconté de manière très crue. Et je faisais le parallèle avec Sade, hein, au début de ma présentation, parce qu'effectivement, hein, chez tous les deux, on a une reprise de dispositifs enfin, qui sont souvent masculins. Hein. Sade reprend les lumières, des théories des lumières, et l'autre est plutôt un romantisme masculin. J'ai surtout parlé de Benjamin Constant, de Lamartine et de Chateaubriand, dans un dispositif vraiment cruel et dans lequel le personnage est vraiment montré avec des attributs masculins, hein, que ce soit pour la violence sexuelle ou par simplement la force physique. Hein. Maldoror est décrit, alors c'est intéressant, ce qui est décrit tantôt comme très fort et tantôt comme très souffrant. Moi j'ai lu plutôt un texte où il était souffrant, mais il y a beaucoup de moments, hein, où il est décrit comme personnage au couteau, en fait, comme une sorte de criminel, hein, comme on pouvait en connaître à Paris à la fin du 19e. Donc voilà, on en reste à une violence masculine avec une présence du féminin qui, dans les Chants de Maldoror, est qui est très 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 mince en fait finalement. Hein. On n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment, là comme ça me revient pas complètement. Hein. Une présence féminine, on a un peu l'évocation de la prostitution mais finalement assez rapidement. Euh, donc voilà où j'en suis. Je pense qu'au 19e, les figures vraiment, enfin, je parle les figures sociales un peu monstrueuses. On a bon, la prostituée, hein, qui est vraiment une de ces figures-là. On a plus tard, hein, l'avorteuse qui se met en place, hein, tout ce truc autour de moi, qui recoupe un peu la sorcellerie, hein, mais toute cette question-là, et puis évidemment la meurtrière d'enfants, hein, dans le fait divers dont a parlé mm. Alphonsine. C'est comme ça que je le vois pour l'instant, hein, sachant que je ne suis pas du tout compétent sur ces sujets, donc on va pouvoir en discuter un peu plus profondément. Dans Voilà. le, Ouais. dans le 19e anglais, il y a une figure qui va apparaître, qui va être la figure de The Mad Woman in the Attic, la femme folle dans le grenier. Elle apparaît notamment, et alors je ne me souviens plus du titre, c'est Jane Eyre. Elle apparaît dans Jane Eyre, où le personnage principal masculin refuse pendant très longtemps d'épouser ou d'accepter comment on dit, les assiduités de Jane Eyre parce qu'il a cette Mad Woman in the Attic, cette première femme dans le grenier. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui est intéressant selon moi, c'est le fait que cette femme, cette figure soit repoussée dans le grenier, c'est-à-dire dans un espace, encore une fois, qui est un espace marginal, qui est un espace qui n'est pas un espace principal, mais il y a aussi le fait que cette femme est une mulâtresse. Pardonnez le vocable, c'est celui qui est utilisé. C'est une femme qui vient des colonies et que le personnage masculin principal a ramené dans ses bagages et qui a sombré dans la folie. Il y a toute une notion de sorcellerie, de magie noire, de dégénérescence qui se joue là-dedans. Et c'est une des figures féminines monstrueuses qui se construit dans le 19e siècle anglais. Euh, on en parlait un tout petit peu dans Le Moine de l'O.S. La figure maléfique principale, c'est la figure de la jeune femme magnifique
que le moine dont le moine tombe amoureux éperdument et contre laquelle il essaye de lutter, qui est révélé à la fin du livre comme étant un envoyé du démon. Il y a encore c'est très chrétien, c'est très biblique, avec la femme, c'est la glose du 14e ou 15e siècle, je sais plus exactement, avec la femme la femme qui va pousser à la faute, la femme monstrueuse, dans ce sens-là. Donc il y a ces figures-là qui existent dans la littérature britannique, qui va définir, avec Ruskin dans Sesame and Lilies, qui va, prescrire 2 rôles pour la femme. L'ange l'ange au foyer, une jeune femme blonde qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du foyer, de son mari, aux petits soins, et The Dangerous Woman, qui sera généralement brune, et qui va, elle, être la tentatrice. On est en plein dans Barbé d'Aurevilly avec une vieille maîtresse, avec le conflit du héros entre ces deux femmes, Ermengarde, blonde, parfaite, pour être femme au foyer, de bonne extraction, et Vellini, qui est de Malaga. Donc on a encore un peu ce côté, une exotisation, enfin, je vais pas réussir à le dire, mais toujours un caractère lointain et exotique de la femme dangereuse, et à laquelle il n'arrive pas à renoncer, et où il y a comme une obsession et une dépendance envers Vellini, parce que pareil, on ne peut pas lui résister, alors même que Barbé d'Aurevilly accentue de nombreuses fois le fait qu'elle n'est pas si belle que ça, en fait. Mais elle est intense. Voilà. Il y a une remarque très pertinente dans le chat. Manfred Legna, pardon encore pour la prononciation, fait référence au fait que les figures féminines sont prolétaires dans Maldoror. Et il fait un lien avec la Commune de Paris, lien sur lequel rebondit Monsieur Chouette en parlant de la pétroleuse. Oui. Ce qui, moi, m'amènerait à vous poser la question suivante. Est-ce que la monstruosité féminine ne redouble pas la question de la monstruosité de classe avec les bourgeois, les aristocrates littéralement à l'époque en fin de race, qui projetteraient leur peur de la dégénérescence et de la supplantation sur le prolétariat naissant, le prolétariat qui s'augmente, et ça redoublerait cette peur sur la figure féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah, moi ouais, tu peux y aller, Alphonsine. Oui, Enfin, si tu veux, moi, en fait, ça rebondit sur à la fois la question de Monsieur Chouette et à la fois sur ta remarque sur la prostituée. J'ai l'impression que ça commence quand même à évoluer à la fin du 19e, parce qu'il y a une sorte de mode de la petite prostituée un peu symbolique et mystique qui arrive à partir des années justement post-commune, avec la petite prostituée qui est sympathique, qui t'ouvre les yeux sur la vie, qui a trop des paroles sages. On a ça chez Tinan, on a ça chez Marcel Schwab dans le livre de Monel. En fait, Monel est une très jeune petite prostituée qui va emmener le narrateur et lui montrer un peu le monde. Donc j'ai l'impression que ça glisse quand même un petit peu sur la fin de siècle. Mais à côté de ça, oui, je pense que... Est-ce que c'est pas aussi le côté... la pétroleuse, alors, il y a le côté hystérique incendiaire dans l'imaginaire anticommunard, mais en même temps, il y a un peu ce côté femme qui s'est engagée et politiquement, et qui est partie dans l'action, qui est sortie un peu du cadre du foyer, du salon et de la boutique et des petites boutiques. Et donc c'est aussi une femme qui n'est pas à sa place, donc on reste toujours sur les notions de est-ce que le monstre c'est pas celui qui est au mauvais endroit. Je sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Nosferalis, qu'est-ce que tu proposerais, que tu voulais rebondir aussi? Non, bah, c'était sur la première remarque de Manfred sur cette question des femmes prolétaires en fait qui apparaissent dans la littérature chez Lautréamont. Bon, ça apparaît déjà beaucoup en fait dans le Spleen de Paris. Il y a énormément de prostituées chez Baudelaire, enfin déjà dans Les Fleurs du Mal, mais aussi dans le Spleen de Paris. Donc déjà, ça devient un objet, disons un objet littéraire à ce moment-là. Et effectivement, c'est
la femme souvent montrée comme laide, hein. Après, c'est Vincent Kakeru, hein, dans le chat, hein, qui donne cette idée-là, hein. C'est qu'effectivement, du point de vue de la noblesse de la bourgeoisie, les femmes prolétaires apparaissent d'abord comme monstres parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de beauté. Parce qu'elle travaille, hein. Il y a tout ce texte, hein, de Michelet sur l'ouvrière aussi, sur le scandale de la femme qui travaille, surtout qui travaille dans des conditions difficiles, hein. C'est-à-dire que comme le féminin s'est beaucoup construit autour de la notion de beauté, toutes les femmes qui ne sont pas vues comme belles selon les critères de beauté de telle époque vont rapidement être montrées comme monstrueuses, hein. Donc effectivement, il y a quelque chose de vraiment physique, hein, de pas seulement moral du coup, dans cette monstruosité-là. Et effectivement, j'ai vu une remarque, hein, toujours de Vincent sur la question bon, des yokai et de la mythologie grecque. C'est vrai que là, on est plutôt dans une monstruosité qui n'est pas de l'ordre du mythe, hein, qui est vraiment de l'ordre du réalisme social, en fait. On va les décrire dans des romans qui sont proches, enfin, entre autres, hein, dans des romans qui sont proches du réalisme. Donc, effectivement, on a une monstruosité qui se marque sur le physique, hein. Je reviens pas sur toute la physiognomonie, toutes ces théories un peu du 19e, hein, comme quoi sur le visage est marqué déjà toute la psychologie, mais ça irrigue aussi, hein, tout le 19e siècle, je pense. Tu parlais, en rebondissant, tu parlais de cette question du corps, et Vincent Kakeru, ainsi que je crois que c'est Manfred de nouveau et Mister Chouette, nous lancent sur l'idée de la psychiatrie. Et ce qui me semble pertinent, l'angle qui me semble pertinent pour aborder ça, c'est le suivant, c'est-à-dire que on a un contrôle corporel avec les canons de beauté, avec ce à quoi il faut conformer, et ce qui ne conforme pas est monstrueux, donc c'est un mécanisme de domination. Mais la psychiatrie va être conçue assez rapidement comme un instrument de domination avec, comment il s'appelle Charcot? non, je pense à celui d'après, là. Charcot, il fait ses travaux sur les hystériques, il comprend rien et il fait des trucs. Mais celui qui contamine tout le monde avec ses conneries stupides, Freud, voilà. Le, le bon papa Freud qui du haut de son machin, se met à dire des conneries. Il y a une autre contamination il y a une autre il y a une mise en place d'un autre mécanisme de domination qui n'est plus cette fois-ci qu'un mécanisme de domination corporelle qui va chercher à marquer les corps, contrôler les corps, normer les corps, mais il va y avoir un contrôle intellectuel, un contrôle psychiatrique qui est dans la droite ligne, et là je vais parler du victorien, qui est dans la droite ligne de ce contrôle constant que la société victorienne essayait d'exercer sur soi-même, ce corsetage permanent qui va renvoyer au monstrueux ce qui ne correspond pas à ces normes-là. Et avant que vous ne répondiez à cette idée-là, je vous enjoins aussi à penser dans un deuxième temps le rôle du monstrueux là-dedans, c'est-à-dire que vu qu'on a un mécanisme de domination qui renvoie le monstre, qui renvoie le dominé à sa figure monstrueuse, est-ce qu'on n'a pas déjà au XIXe siècle ce dont parlait The Culture Rider vendredi dernier quand il évoquait le renversement du stigmate, c'est-à-dire le moment où le monstre s'assume en tant que monstrueux et décide que ce monstrueux-là est sa normalité et en fait un étendard pour sa propre existence. Je vous laisse la parole. Si vous voulez la prendre, Nosferalis, Alphonsine. Ouais, alors il y a beaucoup de choses, hein. Je saurais pas trop par quoi commencer. C'est beaucoup de choses sur lesquelles, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas une très très grande compétence, hein, surtout sur l'histoire de la psychiatrie, hein, que je connais vraiment très mal. Euh, mais c'est vrai qu'il y a cette psychiatrisation aussi qui, quand même avant Freud, est beaucoup liée enfin, dans l'analyse qu'on fait de la psychologie, c'est très lié à la physiognomonie, c'est-à-dire à l'idée que les stigmates, disons, intérieurs, pour reprendre peut-être des termes du 19e siècle, sont liés au visage, enfin, disons, à l'aspect extérieur, ce qui est aussi une manière, hein, comme
les personnes des classes populaires ne correspondent pas aux critères de beauté dominants, ça permet de les mettre tout de suite du côté du monstrueux, même de l'ordre du psychiatrique. Donc, même si, bon, ça pose problème avec Freud, parce que Freud va surtout s'intéresser à des bourgeois, en fait, la plupart de ses leçons de psychanalyse portent sur des individus bourgeois, bourgeoises surtout, hein, c'est beaucoup des femmes, enfin, pas seulement, hein, mais beaucoup, parce que la psychanalyse coûte extrêmement cher et parce que Freud fait ce choix, hein, de plutôt se concentrer sur la bourgeoisie, hein, ce que n'ont pas fait d'autres psychanalystes. Et du coup, je pense que ça amène vraiment à autre chose pour moi. Dans Freud, on est vraiment dans une autre vision de la monstruosité que je ne suis pas capable vraiment de développer, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de vraiment complètement différent par rapport à la psychiatrie, à la psychognomonie telle qu'elle est faite au cours du 19e. Il y a vraiment, enfin, évidemment, bon, aujourd'hui on considère que Freud raconte n'importe quoi, mais en tout cas, il est dans une césure assez importante, hein, que ce soit dans sa pratique, dans ses objets. Donc ça serait intéressant d'étudier qu'est-ce qui est monstrueux pour Freud, mais enfin, vraiment, j'ouvre les portes, mais là, je suis vraiment pas du tout compétent pour le faire. D'une certaine manière, Freud est complètement dans la comment ça s'appelle? Est complètement dans la lignée enfin, essaye de s'inscrire dans la lignée de Darwin, et on va construire cette lignée darwinienne de remise en cause de la place de l'homme de l'homme dans l'univers, dans la société, même si de l'humanité, pardon, de l'humanité de l'homme dans l'univers et dans la société, avec Darwin qui va finir qui va arrêter toute l'idée que l'humanité a été placée là par une création, par un créateur quelconque qui l'aurait mis en position centrale, et va faire de l'humanité cette sorte de hasard fantastique qui est advenu. Tandis que Freud, avec ses travaux, va chercher à montrer va chercher à montrer que l'humanité n'est pas tant une créature consciente qu'une créature de choses qu'elle ne maîtrise pas forcément, ce dont vont se faire écho des romans comme L'Homme Invisible, comme la nouvelle L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc il y a une continuité assez pertinente. Alphonsine, tu ne t'es pas exprimée sur ce sujet. Qu'est-ce que tu souhaiterais en dire? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Bah, c'est un petit peu comme Clément, au sens où, bon, moi j'ai une formation littéraire à la base, donc l'histoire de la psychiatrie, je m'aventure un petit peu moins sur ce terrain-là, sauf si c'est représenté d'un point de vue littéraire. Et de fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Alors, je l'ai cité dans le chat. En revanche, c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est un thème qu'on creuse beaucoup aujourd'hui. Sans doute avec l'essor de nouveaux questionnements. Mais c'est un thème, par exemple, qu'on retrouve en littérature contemporaine, mais contemporaine de nous, avec La part des flammes de Gaël Nohan, qui parle de l'incendie du bazar de la Charité. Et il y a aussi eu une série sur TF1 et Netflix pour ceux qui l'ont vu. Très 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 bel incendie. La scène de l'incendie était très bien. Mais en tout cas, dans le roman La part des flammes de Gaël Nohan, et c'est quelque chose qui est repris dans la série aussi, il y a un petit peu cette idée que il y avait une jeune fille qui a vécu l'incendie, qui a donc un traumatisme, et ne sachant pas le gérer, en fait, les parents veulent l'envoyer, enfin la faire interner, en fait. Et on est vraiment dans le côté, on va la remettre d'aplomb et la rendre de nouveau mariable, même s'il faut la briser, quoi. Mais c'est une réécriture complètement contemporaine, avec notre vision à nous de ce qu'était la psychiatrie à l'époque. Donc voilà, je prends quand même des distances par rapport à ça, parce que c'est un petit peu difficile pour moi de partir sur ce sujet, parce que j'ai vraiment trop peur de dire des bêtises.
En revanche, je peux vous parler de la question. Alors, on reste sur les questions de genre, mais de la question de l'indistinction de genre au 19e. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet. Enfin, que je voulais peut-être vous parler de Rachilde. Et il y a un peu l'émergence de figures. Alors, il y a une double figure monstrueuse chez Rachilde, l'autrice elle-même et ses personnages. Mais en gros, chez Rachilde, il y a tout un travail dans la littérature sur l'inversion des genres et elle a fait des livres qui s'appellent La Marquise de Sade ou Monsieur Vénus, par exemple. Et ce sont des personnages évidemment très. Très décadents tels qu'on le considérait à l'époque. Et ce qui a aussi beaucoup perturbé tout le monde à cette époque-là, c'est que Rachilde était une jeune femme non mariée. Et beaucoup de littérateurs, même de l'avant-garde littéraire à cette époque-là, se sont demandé mais comment une jeune femme qui donc n'est censée rien connaître de la vie selon l'éducation bourgeoise de l'époque, comment une jeune femme peut écrire des personnages aussi monstrueux. Est-ce que c'est pas une question qui s'est posée sur le Frankenstein de Mary Shelley au tout début du siècle d'ailleurs, Rafa, je sais pas si tu as. Euh, je ne saurais pas te dire si la question s'est posée. Je sais juste que je connais juste l'origine du bouquin et le fait qu'elle ait cloué tout le monde avec son récit. Faut pas oublier que Mary Shelley, était une figure féministe déjà à l'époque, de manière assez, comment on dit déjà, de manière assez forte. D'ailleurs, il faudrait prendre soin à la citer comme étant Mary Wollstonecraft Shelley plutôt que simplement Mary Shelley. Et ça se fait de plus en plus. Elle a toute une œuvre féministe importante dans mon souvenir. Ce qui est un aspect qui est d'ailleurs totalement occulté dans le film sur Mary Shelley qui est sorti il y a pas très très longtemps et ça m'avait marqué à quel point on avait dépolitisé la figure de Mary Shelley. Bah, ça va me permettre une transition, puisque, à moins que vous vouliez encore, Alphonsine, Non, ou non, c'est bon. Smeraldi, continuer sur ce sujet particulier, il y a Palingène, pardon pour la prononciation, qui explique que ces figures féminines sont aussi parfois le dernier espoir qu'aurait le monstre de guérir de sa monstruosité quand avec le. Et ça me fait penser à quelque chose dans la civilisation américaine où le personnage blanc américain qui est au point de bascule va rencontrer ce qu'ils appellent, alors pardonnez-moi pour le N-word, mais attendez, c'est The Magical Black Man ou quelque chose comme ça, l'homme noir magique qui va venir le guérir. Un exemple contemporain de ça, c'est ce film sur le golf avec Will Smith et Brad Pitt, dont j'ai oublié, dont le titre m'échappe à l'instant. Oh, c'est horrible. Bref, vous avez cette idée-là aussi. Mais à moins que vous souhaitiez continuer sur cette question, et dites-le moi, Alphonsine Nosferalis. Non, non, euh, on peut enchaîner, on peut partir sur autre chose pour prendre un petit peu peut-être un point de vue un peu plus général pour terminer cette table ronde. dans les petites 7-8 minutes qui nous restent, Nosferalis, ça te va également? Ouais, c'est bon pour moi. Alors, ce qui retient mon attention de tout ce que vous avez dit, c'est que la figure du monstrueux, dans sa construction, est une figure de repoussoir et de domination. Or, s'il se produit quelque chose au XIXe siècle, c'est la création pour et dans la durée d'une figure, la reconfirmation d'une figure monstrueuse alors ça va être un sujet un peu touchy, un peu délicat, qu'on va prendre avec des pincettes et dont on va rappeler immédiatement la fictionnalité. C'est la figure des Juifs qui va être construite de manière horrible dans des forgeries successives à partir des romans de Gensu, les nouveaux mystères de Paris, et qui vont donner, après une série de palimpsestes et de forgeries, le bouquin de sinistre mémoire qui n'existe pas, du protocole des sages de Sion, qui va créer une figure monstrueuse, mais cette fois-ci une figure monstrueuse non pas seulement à l'échelle d'une société ou d'une domination de classe, mais à l'échelle mondiale.
Et si je prends cette figure-là, c'est parce qu'elle est très très bien analysée par Umberto Eco dans, dans quoi? Dans De Supermano sur Homme, je crois. Non. Dans L'actor in Fabula, si mes souvenirs sont exacts, et dans son bouquin Le cimetière de Prague. Et c'est quelque chose qui me frappe parce que Alors, je parle de ça, et je vous lance dessus sur la construction monstrueuse, parce que c'est un bouquin, c'est une forgerie immonde qui trace son origine au XIXe siècle et qui aujourd'hui sert encore à la création d'un monstrueux toujours renouvelé, à la création d'un bouc émissaire. Et donc, la question que je souhaiterais vous poser à partir de cet exemple, c'est à quelle échelle pourrait-on dire qu'au XIXe siècle, le monstre sert aussi euh, à permettre de faire corps, à structurer quelque chose en face, pour faire corps, pour faire union contre ce monstrueux, quel qu'il soit. Et à quel point ça va contaminer notre 20e et notre 21e siècle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense déjà que l'enjeu d'unification et de création d'une identité nationale, ça arrive vraiment au 19e. Enfin, bon, nous en France, on était quand même déjà un peu centralisés, on avait déjà un début, etc. Mais par exemple, quand on regarde l'Allemagne ou l'Italie, ce sont des pays qui se sont unifiés à cette époque-là, et enfin dans le courant de ce siècle-là, et pas de manière ultra apaisée. Donc à côté de ça, il y a vraiment toute la création et la réflexion autour de la notion de peuple, de nation, et la création, je vais lancer le mot, je suis vraiment désolée, mais de l'histoire de roman national en fait, avec la Troisième République, qui est une république qui s'est créée un petit peu à la va comme je te pousse, après 70, qui a... euh, avec en plus dans la chambre beaucoup de royalistes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre orléanistes, légitimistes, bonapartistes qui mettent sur le trône et qui donc en attendant ont fait une république qui a finalement beaucoup duré. Et donc en fait c'est une république qui a aussi dû se créer son identité un petit peu à partir de rien, et c'est à partir de là qu'on a tout le côté histoire nationale, nos ancêtres les Gaulois, avec l'idée de redessiner les contours de l'histoire d'un peuple, d'une nation. C'est aussi à ce moment-là que y a toute l'apparition souvent des costumes traditionnels de régions qui en fait sont souvent datent du 19e, et il y a beaucoup de régions où en fait on n'avait pas spécifiquement ces coiffes en dentelle et autres en fait. C'est le moment où on va construire son identité, et donc je trouve que dans ce contexte-là, c'est pas absurde de chercher malheureusement des boucs émissaires pour asseoir cette identité qui est encore en cours de création tout au long du siècle. C'est une réponse très Ouais, alors, générale, hein, mais si je peux intervenir plus précisément sur ce que tu évoquais, Rafa, et puis sur cette question du protocole et de la manne, parce que c'est vrai que c'est un texte qui est beaucoup traité par Umberto Eco, hein, dans plusieurs de ses livres, parce que pour moi, là, cette création monstrueuse, hein, euh, du, du juif, hein, dans le protocole des sages de Sion, elle a à voir avec cette question du complot, c'est-à-dire qu'on monte de toutes pièces ce qu'on appelle aujourd'hui une théorie du complot, hein, qui règle tout l'antisémitisme du 19e, et puis particulièrement celui du 20e, hein, du nazisme en particulier, c'est-à-dire l'idée que en fait il y a des monstres cachés dans la société qui en fait seraient des comploteurs qui chercheraient à renverser la société. On en donne des caractéristiques physiques, des caractéristiques morales, tout un portrait complètement frauduleux évidemment, hein, qui fait que on crée le monstre comme celui du coup dont il faudrait purger la société pour que la société fonctionne. On explique les dysfonctionnements de la société par ce monstre caché disons, serait en train de détruire la société de l'intérieur. C'est quelque chose qui se cimente autour de l'antisémitisme au 19e siècle et autour de ce texte que tu citais. C'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui, hein. On a toujours, en fait, l'ennemi
politique, enfin, ou l'ennemi avec le grand E, hein, que ce soit dans la doctrine de Carl Schmitt ou d'Alain Badiou, c'est toujours forcément le monstrueux, hein, que ce soit le juif pour l'antisémite ou l'élite mondialisée aujourd'hui dans l'imaginaire d'extrême droite. Il y a toujours ce monstre-là, quoi. Nous, dans la mythologie de gauche aujourd'hui, il y a peut-être, vous savez, le cadre mondialisé, quoi, qui travaille, enfin, l'actionnaire, disons, caché, qui ponctionnerait tout le sang tout l'argent de la société et qui serait le monstre en costard, disons, qui créerait tous les problèmes. On a toujours ce monstre-là qui traîne dans les mythologies politiques. C'est intéressant de d'étudier comme cela, le monstre comme figure du complot, en fait, enfin, comme figure centrale dans une théorie du complot. Merci beaucoup, Nosferalis, pour ton intervention. Avant de céder le mot de la fin à Alphonsine, et pour résumer globalement et grossièrement ce qu'on a pu voir ce matin, c'est que la figure du monstre va être une figure qui va être à la fois une figure de domination, qui va permettre de créer, d'assurer la domination d'une classe ou d'une classe sur une autre. Mais c'est une figure qui va être à la marge de cette société, même si géographiquement elle peut se trouver en plein centre, comme Maldoror. C'est une figure de repoussoir, c'est une figure qui va à la fois hanter et attirer, comme les Willis, les sylphides du ballet. C'est une figure qui va planer, qui va menacer et qui va structurer aussi, comme dans ce qu'on vient de voir sur les figures du complot. Le monstrueux est alors non plus le monstrueux n'est plus alors seulement, et au XIXe siècle, n'est pas seulement ce voile qu'on ne discerne pas, cette construction bizarre, multiforme, protéiforme, qu'on n'arrive pas à saisir, mais un mécanisme, une structure particulière qui va assurer les intérêts de telle ou telle chose, que cette chose soit à un niveau national, mondial, ou à un niveau de classe, ou à un niveau social plus restreint. C'est une construction qui va hanter le 19e siècle à toutes les échelles, et qui va aboutir finalement à certaines choses que nous connaissons très bien aujourd'hui et que tu as citées, Nosferalis, avec les théories du complot. Et maintenant, avant de vous quitter, de vous abandonner pour aujourd'hui, le mot de la fin à Alphonsine, à qui nous devons cette émission. Eh bien déjà, merci à tous, merci Rafa, merci Clément de votre présence et de m'avoir soutenu dans ce projet, d'avoir proposé vos interventions. Je trouve que l'émission elle n'aurait pas été la même sans vous et c'était vraiment sympa. Et en fait, en mot de la fin, je voudrais en fait vous demander, et je vais en donner une aussi. Ça peut être de nouveau les œuvres dont on a parlé aujourd'hui, mais si vous deviez conseiller une œuvre, un truc à lire ou un truc à voir sur le monstre au 19e, que diriez-vous? Pendant que vous réfléchissez, je réponds à Monsieur Chouette. En fait, les 7 jours de littérature monstre, bon, il a une très très belle couverture, et en fait, c'est une anthologie de plein d'articles différents qui ont été déjà publiés dans des revues, et donc en fait, il y a un petit peu de tout. Je l'ai relu un peu pour préparer cette émission et il y a vraiment des articles qui posent de bonnes bases et d'autres qui sont un peu plus mis sous la coupe du monstre pour rentrer dans l'anthologie, je trouve. Donc il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des articles très intéressants dans ce livre. Voilà. Donc Philippe répond dans le chat Le Roi des Aulnes de Goethe. Ouais. Moi, mis à part Maldoror, hein, du coup, et le Roi des Aulnes, je conseillerais quand même le démon de Lermontov, hein. Un superbe poème du début du siècle, hein. C'est quand même un truc à lire. On aurait dû en parler, je crois, quand on avait discuté un petit peu du monstre, mais personne n'en a parlé encore. Mais c'est vraiment un superbe poème. Lermontov, vous savez, c'est un des grands poètes de l'âge d'or de la poésie russe, début du 19e, un proche de Pouchkine. Et ouais, c'est vraiment à lire quand même. Ok.
Bah, en plus, les poèmes, c'est bien. Ça se... Mm. En général, on les trouve. C'est un peu. Après, je sais pas, il y a une traduction à recommander ou pas du Bah tout. écoute, moi je l'ai lu banalement sur Wikisource, hein, parce Et qu'il y a, bah, c'est il y a très une vieille bien. traduction en prose du coup, qui est très correcte quand même. C'est très début du 20e, hein, ça. Le style évoque un peu Lautréamont, si tu veux, Mm. dans la grande île. Bon, de toute façon, c'est un livre du 19e, hein, le poème de Lermontov. Il semble que Markovitz ait commencé à le traduire, donc il y aura peut-être une nouvelle traduction. Et il doit y en avoir une plus récente, mais j'ai pas mis la main dessus encore. Après, c'était pas une Donc, question snob, hein, c'était vraiment pour savoir non, si non, c'était facile. non, Et mais puis justement, moi je suis très très contente de renvoyer à une source sur Wikisource, ouais, accessible à tous, et donc voilà. bah, n'hésitez pas à aller voir, quoi. C'est une vieille traduction, donc elle n'est pas en vers, hein. Elle est en prose, mais franchement, c'est très sympa. Voilà. Et Rafa, Bah, il y a alors, il y a Palingène qui cite Grendel de John Gardner, ça c'est du XXe siècle. Pour ma part, si je devais renvoyer à une œuvre qui traiterait du monstrueux dans la littérature au XIXe siècle, je taperais sur L'homme invisible de... Comment il s'appelle déjà? Je taperais sur L'homme invisible d'H.G. Wells, euh, je pense. Hmm. Ok. Qui, qui va, comment ça s'appelle? L'homme invisible d'H.G. Wells qui va établir la figure du monstrueux avec The Mad Scientist, on est toujours sur Victor Frankenstein, mais qui va aussi montrer que ce monstrueux, il est partagé, il est dans la société britannique, il est dans cette société de village un peu débile, il est là aussi. Ça me semble un regard assez intéressant sur le monstrueux. Voilà, merci. et je Ok. terminerai par reciter du Octave Mirbeau, mais pas le journal d'une femme de chambre. Si vous voulez vraiment faire une descente aux enfers et rencontrer le monstre, un monstre qui ressemble un petit peu à cette femme tentatrice du moine qui emmène le héros dans un bagne et dans les tortures qui y sont perpétrées, je vous recommande Le Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau. Il faut avoir le cœur bien accroché, donc c'est pas une lecture pour tout. Enfin, évitez de le lire en mangeant, évitez de le lire si vous le sentez pas. Mais il y a un petit peu cette idée de la très jolie anglaise qui va emmener dans une sorte de parc d'attractions des horreurs et des corps mutilés. Un narrateur qui, évidemment, puisqu'on est en fin de siècle, ne comprend rien à ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc sur ces conseils de lecture, bah, on va vraiment vous remercier du fond du cœur de nous avoir suivis ce matin. En plus un dimanche matin, fallait être motivé. Et merci beaucoup, merci Palingène, Monsieur Chouette, merci Kazarja, merci à tous les à tout le monde. Et puis, ben, on se donne rendez-vous dans un mois sur la nouvelle thématique pour la matinale 19e. On espère que ça vous a plu. Vous avez aussi d'autres conseils de lecture dans le chat, notamment Fleur de tonnerre, qui vient d'être citée par Manfred Legna, et d'autres conseils. Donc, n'hésitez pas à piocher. L'idée, c'est aussi de se faire plaisir et de se faire frissonner sur cette thématique, mais au 19e. Voilà. Merci beaucoup encore, et puis très bon dimanche à vous. Au revoir. Merci. Merci à tous, merci beaucoup à Rafa et puis merci surtout à Alphonsine qui a fait l'essentiel du travail aujourd'hui, hein. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, salut! Salut.